Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la communauté africaine. Aujourd'hui, nous vous présentons notre enquête « Comprendre la crise économique en Afrique centrale et ce qui se joue à Paris ». Première section, la réunion de Paris. Le 17 mars 2026, une réunion importante a eu lieu à Paris. Loin des marchés animés de Yaoundé ou de Libreville, ce sommet a réuni les ministres des Finances, des représentants du Trésor français et des institutions régionales clés comme la Banque des États de l'Afrique centrale. Bien que de tels rassemblements puissent sembler lointains et remplis de jargon technique, leurs conséquences se font profondément sentir dans la vie quotidienne. Le prix du pain, la disponibilité des médicaments dans les hôpitaux, les salaires des fonctionnaires et les opportunités offertes aux générations futures. Cette réunion n'était pas un simple contrôle de routine. C'était un sommet de crise, convoqué dans un contexte de pression économique croissante. Le moment de ce sommet était crucial. Plusieurs pays de la CEMAC étaient déjà en négociation approfondie avec le FMI, le Cameroun, le Congo, le Gabon. Cela signale une région en détresse, luttant pour équilibrer ses comptes. L'ordre du jour officiel portait sur le suivi des réformes économiques, la gestion de la dette publique croissante et la garantie de la coopération monétaire au sein de la zone franc. Cependant, sous ce langage diplomatique se cache une dure réalité. Des réserves de change en baisse. Elles ont chuté de 12,6% entre 2024 et 2025. Cette hémorragie financière met en péril la stabilité économique de la région, rendant plus difficile de payer des importations essentielles, le carburant et la nourriture, et menaçant la valeur de l'épargne des citoyens ordinaires. Alors, pourquoi cette réunion a-t-elle été organisée par le Trésor français à Paris et non dans une capitale de la zone CEMAC comme N'Djamena ou Malabo? Que nous dit cet emplacement sur les dynamiques de pouvoir au XXIe siècle? L'Afrique centrale est-elle toujours sous une forme de tutelle économique? Ce ne sont pas de simples questions académiques. Elles nous obligent à examiner le réseau complexe de relations qui lie les économies de l'Afrique centrale à leur ancienne puissance coloniale et aux institutions financières mondiales. Pourquoi, malgré d'immenses richesses naturelles, les habitants continuent-ils de faire face à de profondes difficultés économiques? Quelles sont les véritables raisons de la crise économique persistante dans la zone franc? Qui est réellement responsable de cet état de fait? Nous explorerons les rôles joués par les gouvernements nationaux, les institutions régionales, les partenaires internationaux comme la France, le FMI et même le secteur privé. En décollant les couches des communiqués officiels et des données économiques, nous visons à découvrir les causes profondes du problème et à attribuer la responsabilité. Première section, les piliers de l'économie nationale, réserves, dettes et déficit. Considérez les réserves de change comme le compte d'épargne d'urgence d'un pays, mais détenu en devises étrangères comme le dollar américain ou l'euro. Un pays a besoin de ces réserves pour payer les importations essentielles. Cela inclut tout, du carburant qui alimente nos voitures et générateurs, aux médicaments qui approvisionnent nos pharmacies, en passant par les machines nécessaires pour construire nos routes et nos usines. Lorsque vous entendez que les réserves de la CEMAC ont chuté de 12,6%, cela signifie que ce compte d'épargne crucial diminue, ce qui peut entraîner directement des pénuries et une augmentation des prix des biens de consommation courante. Ensuite, nous avons la dette publique. Imaginez un ménage qui emprunte de l'argent pour construire une maison. La dette publique, c'est la même chose, mais pour un pays entier. La dette devient insoutenable lorsque le remboursement consomme une énorme partie du revenu national. Pour le Congo, avec une dette de 97,2% de son PIB, c'est comme une famille qui devrait utiliser presque tout son salaire annuel juste pour rembourser des prêts. Cela entraîne des coupes douloureuses dans les services publics comme la santé et l'éducation. Cela nous amène au déficit public. Un déficit public se produit lorsque les dépenses d'un gouvernement sont supérieures à ses recettes. C'est comme dépenser plus d'argent que ce que l'on gagne. Ces trois concepts sont étroitement liés. Un déficit public important force le gouvernement à emprunter davantage, augmentant la dette publique.
Le remboursement de cette dette épuise les réserves de change du pays. Cela peut déclencher une crise économique à part entière, où le gouvernement ne peut plus se permettre de fournir des services de base et le coût de la vie monte en flèche pour tout le monde. Pour comprendre comment les décisions prises par les ministres des Finances ont un impact direct sur la nourriture dans votre assiette et l'avenir de vos enfants. Pour la seule année 2026, il vise à emprunter un total combiné de 3 906,5 milliards de francs CFA. C'est une somme énorme, équivalente à environ 7 milliards de dollars américains. Ce plan d'emprunt est divisé en deux principaux types de titres. Les bons du Trésor sont des prêts à court terme. Les obligations sont des prêts à plus long terme. Comment fonctionnent les bons du Trésor ? Ce sont des titres à court terme, généralement de maturité inférieure à 1 an, émis par l'État pour couvrir sa trésorerie. Ils sont vendus aux enchères via la BAC. Les investisseurs proposent un taux, l'État retient les offres les plus basses. Les intérêts sont payés à l'échéance et le risque perçu dépend de la solidité budgétaire du pays. Obligations du Trésor assimilables. Des titres à moyen long terme, de 2 à 10 ans, parfois plus. L'État verse un coupon fixe à intervalles réguliers, puis rembourse le principal à l'échéance. Elles servent à financer des projets et lisser la dette. Le prix et le rendement dépendent de l'inflation, du risque pays et des adjudications de la BEAC. Certaines émissions peuvent être cotées à la BVMAC. Attention, charge d'intérêt durable et risque de refinancement si l'on empile les maturités. Qui prête cet argent ? Surtout les banques commerciales locales, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite et des fonds d'investissement, parfois des filiales de groupes étrangers. Ils achètent aux adjudications, le rendement dépend de l'offre et la demande. Le remboursement provient des recettes publiques, souvent impôts et revenus pétroliers. Attention au risque de refinancement si l'on renouvelle sans cesse ses dettes. Au total, les 6 États de la CEMAC prévoient 3 906,5 milliards de francs CFA en 2026, soit environ 7 millions de dollars américains. Cette enveloppe comprend 2038 milliards de bons du Trésor et 1868,5 milliards d'obligations assimilables. Source Écho Matin. Répartition par pays. Cameroun, 1165 milliards. Gabon, 1046 milliards. Congo, 690 milliards. Tchad, 520 milliards. Guinée équatoriale, 419 milliards. République centrafricaine, 66,5 milliards. Source Écho Matin. Cette course à l'argent des gouvernements peut évincer le secteur privé, rendant plus difficile pour les entrepreneurs d'obtenir des prêts. Les agences de notation influencent nos coûts d'emprunt. Des notes jugées bonne gestion permettent à certains d'obtenir des taux plus bas, tandis que d'autres pays de la zone paient des taux bien plus élevés, aggravant leurs charges d'intérêt. Une mesure défensive clé discutée à Paris est le rapatriement des recettes d'exportation. Notre région est riche en ressources naturelles comme le pétrole, le bois, les minéraux. Le rapatriement est la règle qui exige des entreprises de rapatrier ces recettes. Au lieu de conserver les dollars sur un compte à Paris, elles doivent les déposer dans une banque locale. Une autre stratégie cruciale est la substitution aux importations. C'est remplacer les biens importés par des biens produits localement. Au cœur de ce cycle se trouve une mauvaise gestion budgétaire chronique. Comparé à la zone franc d'Afrique de l'Ouest, plusieurs États de l'Afrique centrale affichent une gestion plus fragile. Discipline budgétaire inconstante, transparence limitée et réforme lente, ce qui se traduit par des notations et des taux moins favorables. La corruption et le détournement de fonds par les élites politiques et économiques sont centraux. Lorsque des fonds publics sont détournés, cet argent est souvent secrètement acheminé vers des comptes bancaires étrangers. Dans certains cas, on s'endette pour rembourser des dettes antérieures ou payer des salaires, au lieu de financer des routes, des écoles ou l'énergie. Cela réduit la croissance future et la capacité à rembourser demain. Cette richesse volée représente une perte massive pour la région. C'est de l'argent qui n'est pas investi dans nos économies,
qui ne construit pas nos réserves et qui ne contribue pas à l'assiette fiscale. Cela force les dirigeants à retourner à la table des négociations avec le FMI où ils acceptent des mesures d'austérité complétant le cycle vicieux de mauvaise gestion et de souffrance publique. Un cercle vicieux s'installe, intérêts élevés, nouvelles dettes pour combler les trous, conditions imposées par les bailleurs, on reste dépendant et la marge de manœuvre économique se rétrécit. Quand nous nous demandons qui est responsable, la responsabilité est partagée, formant une toile complexe de complicité. Elle inclut les gouvernements nationaux qui gèrent mal les fonds, les élites corrompues qui les volent et un public souvent trop démuni pour exiger des comptes. Elle inclut également les partenaires externes qui fournissent des prêts assortis de conditions douloureuses, les entreprises multinationales qui exploitent les lacunes juridiques et un système monétaire dont les règles limitent également l'autonomie économique. Sur tout le continent, il existe des exemples de pays qui ont fait preuve d'une plus grande résilience économique. La raison principale se résume souvent à un objectif simple, la diversification économique. Cependant, la diversification seule ne suffit pas. Elle doit être associée à une bonne gouvernance. C'est peut-être le facteur différenciateur le plus critique. Les nations africaines les plus résilientes démontrent un engagement envers une gestion prudente de la dette, une politique fiscale efficace et réussissent à capter la pleine valeur de leurs ressources naturelles. La voie à suivre exige donc un changement de paradigme de la part de toutes les parties. Il faut un courage politique pour bâtir une monnaie plus compétitive. Le franc CFA, hérité d'un cadre colonial et fortement arrimé, limite les ajustements monétaires et l'industrialisation. Expliquer, débattre et planifier des réformes crédibles, gouvernance, réserve, intégration régionale sont essentiels pour libérer le potentiel. Les gouvernements de la CEMAC doivent s'engager en faveur d'une transparence radicale, mener une véritable guerre contre la corruption et poursuivre agressivement la diversification économique. Pour les citoyens de la région de la CEMAC, comprendre ces dynamiques est le premier pas vers l'autonomisation. C'est la connaissance nécessaire pour remettre en question les décisions des dirigeants. Tenir toutes les parties responsables de leur rôle dans la création d'un avenir plus prospère et souverain. La route à parcourir est difficile, mais elle doit être pavée de réformes, d'intégrité et d'une volonté collective de briser le cycle de la crise.